Bonsoir très chers auditeurs, ici c'est Farida Nabourima, comme d'habitude dans le compte à rebours ce dimanche 1er décembre. À tous et à toutes, je souhaite une bonne fête pour la commémoration de la journée mondiale du VIH-Sida. Aujourd'hui c'est le Madagascar. Nous sommes en présence de Monsieur Elian Ralisson, ancien diplomate à l'ambassade de Madagascar de 2009, de 2003 à 2009. Il était chargé des affaires économiques. Et ensemble avec lui, nous allons décortiquer la situation politique du Madagascar qui est en crise plus ou moins électorale et ira au deuxième tour des élections présidentielles la semaine prochaine. Alors, Monsieur Elian Ralisson, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est moi. Je salue aussi les auditeurs de la radio Styrion. Merci beaucoup. Avant de passer au vif du sujet, permettez-moi de faire une petite description du Madagascar. La République de Madagascar est un pays situé dans la partie occidentale de l'océan Indien, séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique. Sa capitale est Antananarivo. Et Madagascar est souvent appelé l'île continent ou le huitième continent. Il fait partie du continent africain et de l'Union africaine. Durant la majeure partie du 19e siècle, l'île est administrée par le Royaume de Madagascar, situation à laquelle l'invasion coloniale française de 1895 mettra fin. Le premier gouvernement malgache voit le jour le 10 octobre 1958 et en 1960, le pays figure parmi les premiers à gagner son indépendance dans cette zone de l'océan Indien. Le malgache est la langue nationale de Madagascar et le français est la deuxième langue officielle. Le Madagascar a une superficie de 592 040 km² et est peuplé par un peu plus de 21 millions d'âmes. En 2009, le Madagascar a connu une crise politique assez particulière. Il est question du coup d'État qui a été réalisé par l'actuel président Andry Rajoelina, ensemble avec le soutien de l'armée. Et aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Elian Ralisson, nous allons avoir l'opportunité d'en savoir plus sur la situation politique du Madagascar durant les 4 dernières années, presque 5, et décortiquer également la situation électorale que traverse présentement le Madagascar. Alors, Monsieur Andy Monsieur, pardon, excusez-moi, Monsieur Elian Ralisson, je m'excuse de vous avoir appelé André. Certains ont qualifié le renversement euh, de 2009 du président Andry Rajoelina de coup d'État. Et d'autres l'ont qualifié de révolution du fait qu'un groupe de citoyens malgaches, quand même un groupe non négligeable, a soutenu Rajoelina dans cette démarche. Et ceux-ci voient en le renversement du président Marc Ravalomanana une forme de révolution du fait que ce dernier aurait vendu ou bien baillé des millions d'hectares de terres agraires à la compagnie sud-coréenne Daewoo Logistics pour 99 ans, aurait acheté un avion présidentiel, bref, serait en train de dilapider les ressources de l'État et de mal gérer le Madagascar. Et donc, certaines personnes voient en le renversement de 2009 une révolution, mais d'autres personnes y voient un coup d'État. Quelle est votre position sur cette question? Écoutez, ce sont des procédés qui sont utilisés comme d'habitude quand on a envie de justifier un renversement de pouvoir élu démocratiquement. Mhm. Nous disons que c'était un coup d'État et nous ne sommes pas les seuls à le dire parce que les diplomates qui étaient en place à cette époque, et si je vous dis que l'ancien représentant de l'FMI sur place en 2009 confirme aussi que c'était un coup d'État orchestré par Razuel, soutenu par la France, et selon les câbles qui sont sortis par Wikileaks en 2009, on n'invente pas en disant cela. Monsieur Sarkozy lui-même, en 2009, a accepté que c'était un changement de pouvoir hors norme. C'était un euphémisme.
Vous parlez des affaires d'Aïrou et de l'acquisition d'avions présidentiels. On a suffisamment eu le temps et l'occasion d'expliquer sur le non fondé de toutes ces accusations, puisque on attend toujours les preuves jusqu'à maintenant de l'existence du fameux contrat de vente de terrain à des Coréens, Mhm. et qu'aujourd'hui, après 5 années de régime inconstitutionnel et non reconnu par toute la communauté internationale, c'est devenu une des méthodes de gouvernement de M. Rajuel, qui vraiment opprime le peuple malgache, puisque Madagascar, après avoir été quand même un exemple sur tout le continent africain vers la fin de 2008, parce qu'on était juste à la veille d'accueillir le sommet de l'Union africaine en 2009, Madagascar est aujourd'hui parmi les plus pauvres des pauvres. Donc, je veux bien qu'on puisse accuser le président Ravalma d'avoir fait ceci ou cela, mais en contrepartie, on demande aussi des preuves de ces diffamations, parce qu'il s'agit de diffamation. Mhm. Aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que 5 années de régime illégal ressemblent vraiment à une punition du peuple malgache Mhm. qui est devenu l'otage d'un clan, pour ne pas dire une mafia, qui concentre ses actions sur les trafics illicites de toutes les ressources de Madagascar et délaissant totalement la population dans une situation de pauvreté, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, 92% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté. Mhm. Alors imaginez un petit peu la situation de ces gens qui vivent dans un milieu où il y a des îlots, des oasis de richesse, parce qu'il s'agit d'une nomenclature qui bénéficie Mhm. des, des ressources, de l'argent qui retire de la vente des bois de rose, de l'or et de la signature des contrats illicites, puisque il y a eu une feuille de route qui a été signée en septembre 2011, une feuille de route qui a été considérée comme l'équivalent de la constitution malgache pour gérer la transition jusqu'à ces futures élections. Mhm. Aucune des dispositions de cette feuille de route n'a été respectée. Je vois. Ah, mais avant que nous en arrivons là, par exemple, vous savez, nous avons vu à la télévision un grand nombre de jeunes supporter Andry Rajoelina en 2009 quand ils ont pris la présidence, quand ils ont détruit la télévision nationale et on pouvait voir que ça avait l'air d'être une révolution. Pensez-vous que cela était plus du tout, plutôt un coup monté? Contre C'est un le... coup monté, D'accord. c'est un coup monté, puisque, je vous le dis, ce sont des gens qui ont été payés pour piller et pour faire peur. D'accord. De toute façon, une partie des militaires qui ont participé aussi, parce qu'il s'agit aussi d'une mutinerie qui a été ourdie par un certain nombre de gens qui avaient intérêt à ce que le président Ravalman parte. Ces gens-là ont payé
une partie d'officiers généraux, colonels aussi, qui ont participé directement à ces attaques-là. Donc, euh, il faut pas tomber dans la caricature parce que aujourd'hui même, les personnes qui ont accompagné M. Rajuel à cette époque-là ont tous reconnu, qu'il s'agissait d'un coup d'État préparé à l'avance et qu'il a bénéficié effectivement de soutien d'un certain nombre d'opérateurs étrangers et nationaux, mais aussi de puissances étrangères. D'accord. Vous avez parlé du soutien de l'armée, bon, d'une part de certains militaires à André Rajoelina lors du coup d'État de 2009. Euh, N'étant pas un militaire, dites-nous comment est-ce que celui-ci a réussi à drainer le soutien d'une partie de l'armée pour pouvoir avancer dans sa démarche de putsch. Écoutez, c'est difficile de croire que des officiers généraux ont pu accepter de participer à ce genre de putsch, puisqu'il s'agit tout simplement d'une organisation quasi mafieuse. Ce sont des gens qui ont été payés directement pour prendre le pouvoir. Le changement, comme juste à la veille du départ du président Valman, quand il allait partir en exil, puisque son intégrité physique était menacée, il a transféré le pouvoir à un groupe de généraux qui étaient les plus élevés en grade de l'armée. Mais ceux-là, en fait, ont tout de suite transféré le pouvoir à André Rajoelina. D'accord. Donc, euh, ce transfert de pouvoir constitue vraiment le renversement en lui-même, puisque ces officiers généraux étaient de mèche, en fait, avec M. Andradjvel. D'accord, d'accord, je vois. Euh, mais vous voyez, l'autre question que j'ai à vous poser, vous avez mentionné également le soutien de certaines puissances étrangères. Pouvez-vous être plus explicite? Pouvez-vous nous dire quelles Bah, sont ces écoutez, puissances étrangères? vraiment, au mois de février 2009, Oui. quand les tensions devenaient très fortes à Antananarive, M. Rajuel s'est réfugié à la résidence de l'ambassade de France. Comment une ambassade dans un pays étranger puisse recueillir un individu qui était en train de fomenter un coup d'État? D'accord. Il faudrait nous expliquer. Donc, vous sous-entendez en quelque sorte que la France a soutenu Monsieur Rajolina lors du coup d'État. Bah, évidemment, D'accord. puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions ni de mesures prises par le pouvoir de l'époque contre le responsable de l'ambassade de l'époque, de l'ambassade de France à Madagascar de l'époque. Je vois. D'accord. Mais suite au renversement du président Ravalomanana, il y a eu des protestations également de la part de ses supporters. Y a-t-il eu une issue à ces protestations? C'est-à-dire, Euh, C'est-à-dire que est-ce que les protestations des supporters du président ah renversé oui, Ravalomanana évidemment, ont abouti à quelque chose de positif? bien sûr qu'il y a eu des protestations. Il y D'accord. a eu même des réunions, comment dirais-je,
Mhm. des rencontres qui ont drainé plusieurs dizaines de milliers de personnes D'accord. dans le centre de Tananarive. Mhm. Mais en face, il y avait, comme je vous le dis, une poignée de milices, parce qu'il faut appeler les choses comme elles Comme sont. elles sont. C'était des milices armées qui se ruaient contre la population et Mhm. qui utilisaient carrément des armes, Mhm. des bombes lacrymogènes. Oui. Mais en fait, on peut dire que les, les menaces physiques que la population a subi à cette époque-là a vraiment créé un traumatisme dans l'esprit des Malgaches, si Mhm. bien que depuis ces 4 années et demie, Mhm. aucune manifestation n'a vraiment pu se faire Oui. à Tananarive, malgré qu'il y a une colère vive et sourde de la population, mais qui n'ose plus aller manifester. Je vois, je vois. Donc la population a été totalement traumatisée du fait de la répression Voilà. du pouvoir de Andry Rajoelina. Mais dites-nous également, quel rôle ont joué les organisations régionales, à savoir la SADC, l'Union africaine, suite au coup d'État de 2009? Quelles ont été, pardon, leurs réactions et quel rôle ont-ils joué jusqu'à présent dans la Bah, résolution de ce écoutez, conflit? oui, la SADC, elle a vraiment joué un rôle central, puisqu'elle a été mandatée par la communauté internationale pour jouer les médiateurs. Mhm. Donc, la SADC a joué le rôle de négociateur entre les Ouais, deux parties. ouais. Il y a eu plusieurs rencontres Mhm. organisées pour essayer de tirer un accord. Mhm. Plusieurs accords d'ailleurs ont été signés entre 2009 et 2011, Mhm. et chacun de ces accords a été violé et non respecté par André Rajoelina à chaque fois. D'accord. D'accord. Mais ce que je voudrais également savoir, c'est s'il y a eu une condamnation du coup d'État de 2009 par ces organisations, du fait que le président Marc Ravalomanana avait été élu démocratiquement. Est-ce qu'il y a eu une condamnation du coup d'État qui aurait été vue comme une entrave à la démocratie malgache? Et bien évidemment, et ça paraît paradoxal puisque en 2010, l'Union africaine a sanctionné Mhm. M. Rajoelina et ses compagnons pour avoir été les auteurs de ce coup d'État. Ouais. Donc, ils sont en principe sous le coup des accords de Cotonou. Mhm. Et comme je vous le dis, ça paraît paradoxal, puisque en 2011, en septembre 2011, on a signé cette fameuse feuille de route qui prolonge, enfin, c'est de notre point de vue, ce qui prolonge le coup d'État, puisque la feuille de route consacre M. Raduel en tant que chef de la transition Mhm. et ayant toutes les prérogatives de chef d'État. Wow. Ok. Donc c'est cette feuille de route qui met en place les institutions de cette transition dite consensuelle et inclusive, Mhm. censée représenter équitablement toutes les forces politiques malgaches, Mhm. mais force est de constater que cette transition n'est ni inclusive ni consensuelle parce qu'elle donne une part prépondérante et écrasante des entités que Rajuel a créées pour prendre en Mhm. main Mhm. et comment dirais-je, le Parlement de la transition Oui.
et le Sénat de la transition. Mhm. Donc, et au niveau du gouvernement, c'est la même chose, puisque si on veut représenter par des chiffres, on peut dire que la, la mouvance du président Ravalma est représentée seulement par un cinquième des personnes qui sont présentes Mhm. dans ces institutions. D'accord. D'accord. Alors là, je vous poserai cette question. En fait, comment décrirez-vous les 4 dernières années de règne d'Andry Rajoelina? Euh, du fait que la communauté internationale lui a plus ou moins confié le pouvoir de gérer le Madagascar. Quel serait votre bilan de ces 4 ans de gestion du Madagascar? C'est un cauchemar, tout simplement. Et c'est malheureux de le dire, mais ça ne donne pas une image positive de la communauté internationale. Mhm, Puisque d'un côté, elle sanctionne et de l'autre, la communauté internationale accorde la part belle à M. Radziwiłł dans cette transition parce que c'est lui qui organise, c'est lui qui a la main mise dans mhm, la préparation des élections mhm. dont on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard si vous le souhaitez. Bien sûr. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas du tout une image qui donne confiance au peuple. Si c'est cela qu'on appelle la diplomatie internationale, Mhm, puisque tout, et on a les preuves, eux-mêmes, ils ont les preuves, tout est fait pour prolonger le pouvoir d'un clan mhm. qui a fait de Madagascar le pays le plus pauvre du monde en 4 années. Donc, Donc le bilan, il est pour nous une catastrophe, puisque, comme je vous le dis, aujourd'hui, plus de 92% des Malgaches vivent sous le seuil de la pauvreté. Et pour vous donner une petite comparaison, parce qu'il faut aussi donner des chiffres pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée, en 2008, ce chiffre était à 62%. ouais, Et en 2008, le taux de croissance de Madagascar était à 7%, un peu plus de 7%, d'accord. après avoir été successivement euh, connu des taux de croissance positifs pendant 5 années successives. Mhm, Donc, quand même, et si en 2009, l'Union africaine acceptait que Madagascar allait être l'hôte du sommet de l'Union africaine, je pense qu'il y a de fortes indices pour qu'on puisse donner à un pays qui a quand même la capacité d'organiser ça. On ne donnerait pas à un pays comme Madagascar, par exemple, mhm. aujourd'hui, l'organisation d'un petit sommet sur le continent africain, Oui. quoi. Mais pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur quelles données vous vous basez pour avancer ces chiffres de 90% de Malgaches qui vivraient en dessous du seuil de la pauvreté? Ce sont des chiffres qui sont consultables sur les publications de la Banque mondiale. D'accord, d'accord, merci. On peut voir que le président Andy Rajolina n'a pas fait de progrès du tout durant ces 4 dernières années. Et bon, il ne se présente pas aux élections présidentielles actuelles. Il n'est pas candidat lui-même. Et donc, il a quand même un candidat qu'il supporte. D'aucuns pensent que un scénario à la Poutine se déroulerait au Madagascar parce qu'il est en train de soutenir le candidat Eri Razaor Narimampianina. Je suis désolée d'avoir du mal à prononcer le nom. Si vous pouvez m'aider à le faire, ce serait très, très bien. Euh, donc, le candidat Eri Razao Narimampianina est le candidat de Rajolina parce que lui-même
n'a pas été en mesure de se présenter aux élections. Et plusieurs personnes de l'opposition surtout avancent qu'il a l'intention de se positionner comme Premier ministre afin de continuer à avoir la mainmise sur le pays, comme ça a été le cas avec le président Poutine et Medvedev de la Russie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Pensez-vous que c'est vraiment son intention ou bien il a réalisé que, bon, durant ces 4 dernières années, il n'y a pas eu de progrès, le pays n'a pas avancé, il est temps que je cède la place à quelqu'un d'autre pour mieux gérer. Bah, écoutez, si nous avons décidé de participer à ces élections, c'est pour lui en empêcher. D'accord. Enfin, de faire son jeu à la Poutine-Medvedev, on ne connaît pas ses intentions en tout cas. Mhm, Mais nous, et c'est aussi un paradoxe de cette histoire, c'est que même si c'est M. Raduel qui a la main mise sur l'organisation et la préparation, mhm. nous avons décidé d'y participer. Pourquoi on ne peut pas laisser des élections à des gens qui ont tué la démocratie en 2009? D'accord. Nous sommes convaincus que le peuple malgache maintenant aspire à un changement, à un renouveau. Et vous disiez tout à l'heure que M. Raduel ne s'est pas présenté. La vérité, en fait, c'est qu'il voulait se présenter. Et que après d'innombrables volte-face, Mhm, on lui a signifié qu'il ne pouvait pas le faire compte tenu des accords de Cotonou mhm. dont il faisait l'objet et dont D'accord. il fait toujours l'objet en ce moment. D'accord. Mais on lui a dit, on lui a expliqué d'une manière plus polie, pour ne pas froisser la susceptibilité du monsieur. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une image réconfortante de la communauté internationale de vouloir, comment dirais-je, caresser quelqu'un qui a quand même tué, et il faut le dire, des centaines de personnes à Madagascar, parce qu'il y a 2 ans, dans le sud de Madagascar, il y a eu des tueries dont d'ailleurs Amnesty International s'en est emparé. Vous pouvez aussi consulter le site d'Amnesty International sur ces tueries et les assassinats qui se sont déroulés dans le sud-est de Madagascar. Tout ça à cause justement de terrains qui ont été attribués à la concession à des sociétés étrangères, parce que on sait pertinemment que le sous-sol en fait regorge de produits qui intéressent effectivement des sociétés qui sont spécialisées dans l'exploitation de minerais. Mhm. Mais pour revenir aux élections, M. Razuel n'a déjà changé d'avis plusieurs fois avant de se rétracter et d'accepter les recommandations, entre guillemets, de la communauté internationale, mais Oui. en contrepartie de la non-candidature aussi du président Ravalman. D'accord. Et c'est là où je m'insurge encore une fois de plus contre l'attitude de la communauté internationale, la médiation qui s'est occupée de Madagascar, puisque on ne peut pas accepter que la personne qui est victime de coup d'État, en ce moment, soit obligée de rester en exil, alors même que la feuille de route signée sous l'égide de cette même communauté internationale Oui. prévoit un article sur le retour sans condition de tous les exilés et surtout du président Ravalman. D'accord. Donc, vous voyez en quelque sorte que la communauté internationale, elle est plus ou moins complice avec le pouvoir de Andry Rajoelina, c'est cela? Elle est au moins complice, sinon complaisante, Mhm. ou, comment on dit, il y a peut-être d'autres termes pour qualifier cela, Oui. mais
président Ravalmar de se présenter et que son épouse a déposé sa candidature, il a fallu qu'une deuxième cour électorale spéciale se mette en place pour annuler de nouveau la candidature de son épouse. Donc, pour moi, si ce n'est pas une cabale contre les personnes qui s'appellent Ravalmar, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment inacceptable. D'accord. Mais malgré cela, compte tenu du fait que le président Ravalmar n'a pas pu se présenter, que la candidature de son épouse n'a pas été acceptée, nous avons décidé d'y participer. Et je pense... Oui. À plusieurs reprises, vous avez utilisé la première personne du pluriel, le nous. En fait, qui d'autre désignez-vous par nous à part vous-même? Nous, j'y inclus ce qu'on appelle communément la mouvance Ravalmar, c'est-à-dire tous les partis et toutes les entités regroupées derrière le président Ravalmar qui revendique et exige le retour à la légalité via l'organisation d'une élection libre, transparente et juste. D'accord. Voilà. Et donc, en parlant de transparence, dites-nous, avez-vous relevé des failles dans l'organisation de ces élections que vous avez dit a été confiée entièrement à Henri Rajoelina et avez-vous des doutes sur la transparence du déroulement de ce scrutin? On a des doutes, on a des preuves. Ah bon? Puisque le premier tour s'est déroulé le 25 octobre dernier. D'accord. Et même si le candidat qui est soutenu par la mouvance Ravalmar arrive en tête, on est convaincu que les résultats qu'il a obtenus est en deçà de la réalité. Et comme d'habitude, une élection où des observateurs internationaux me sont conviés pour soi-disant suivre et observer. Ces observateurs-là ont remarqué qu'il y a quelques anomalies, quelques incidents, mais qui n'entachent pas la bonne marche des élections. Donc, c'est vous dire encore cette mansuétude vis-à-vis de cas qui sont vraiment avérés, puisque, ne serait-ce que dans la confection de la liste électorale, la commission électorale elle-même reconnaît qu'il y a plus d'1,5 million électeurs qui n'ont pas pu voter au premier tour, puisque leur carte d'électeur ou leur nom ne figurait pas sur cette liste. Oui. Et pour un électorat qui fait un peu plus de 7,8 millions, 1,5 million personnes ayant été privées de leurs droits, je pense que ce sont plus des anomalies et des incidents dont il s'agit, qui en Europe on n'accepterait pas que ce soit une élection valable. Donc, à quelques jours, parce que les élections présidentielles se dérouleront le 20 décembre prochain. D'accord. Et elles seront jumelées avec les législatives, qui est un scrutin majoritaire à un seul tour. On n'ose pas imaginer, en fait, dans quelles conditions elles vont se dérouler. D'accord. Et voilà. Est-ce que ce seraient les premières élections législatives depuis le coup d'État? Ce sont les premières élections depuis le coup d'État. D'accord, d'accord, je vois. Mais dites-nous si vous relevez autant d'anomalies et d'injustices, par exemple, le fait qu'on ait empêché
au président Ravalomanana de revenir, qu'on ait empêché la candidature de son épouse, qu'on ait créé des conditions qui empêchent plus ou moins aux supporters du président Ravalomanana de voter pour le candidat de leur choix, qui bien sûr serait Monsieur Robinson, l'opposant Oui, à Monsieur euh, Monsieur Eri, Rajoelina. Monsieur Rajoelina. Rajoelina Narimanpenna. Oui, Après, oui, parce que prénom, Eri, c'est plus simple. je pense que ça me prendra beaucoup de temps pour maîtriser la prononciation de son nom. Veuillez vraiment m'en excuser, ça n'est pas l'intention de le dénigrer ou quoi que cela. Mais comme je le disais, avec toutes ces anomalies, pensez-vous que ça vaut la peine encore de se présenter? Parce qu'on a l'impression que toutes les cartes sont tirées d'avance. Mais écoutez, c'est un défi qu'on a décidé de relever. D'accord. Et on est en train de s'organiser justement pour que les fraudes soient le minimum possible, si on peut dire ainsi. Mhm, Puisque lors du premier tour, malheureusement, 40% des bureaux de vote n'ont pas été représentés par notre candidat, le candidat Robinson, Jean-Louis Robinson, c'est médecin. mhm, Là, on est en train de se mobiliser pour que ça ne se répète plus au deuxième tour. mhm, Et il y a vraiment un engouement, un élan national. mhm. Et je peux vous dire que son statut de favori, en fait, a créé vraiment une dynamique autour de lui. D'accord. Si bien que même des anciens compagnons de route de M. Rajuel se sont ralliés avec notre candidat. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elian Ralisson. Nous allons prendre dès maintenant une pause musicale. Je souhaite rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous joindre dans la deuxième moitié de l'émission sur le 240 813 49 96. Et pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis, c'est le 001 240 813 49 96. Si vous avez des questions, à poser à notre invité, Monsieur Elian Ralisson. N'hésitez pas à nous appeler. Nous allons revenir très bientôt après cette toute petite pause musicale. À tout à l'heure. Bonsoir encore, très chers auditeurs. Nous espérons que vous avez apprécié la musique et que vous avez eu le temps de vous ressourcer durant cette brève pause musicale. Nous sommes de retour en studio, ici avec Monsieur Elian Ralisson, que nous avons en ligne depuis la France, qui nous décortique la situation politique du Madagascar et nous fait découvrir un peu plus les réalités politiques et électorales du Madagascar. Et donc encore une fois, bonsoir Monsieur Ralisson et merci d'être avec nous. Bonsoir. Rebonsoir. Nous étions en train de parler plutôt avant de partir en pause, des élections à Madagascar que vous pensez ne sont pas transparentes, mais vous espérez en fait relever le défi, essayer d'une manière ou d'une autre d'empêcher les fraudes afin que le choix du peuple Madagascar soit respecté. Mais voyez-vous, monsieur Ralisson, dans plusieurs pays africains, il s'est passé que il y a eu des élections frauduleuses. Et le président, ou bien le candidat soutenu très souvent par la métropole, ou dois-je dire la France, dans le cas des pays francophones, est celui qui finit par prendre le pouvoir. Dites-nous, est-ce que vous pensez que cela pourrait arriver à Madagascar et que le candidat qui dans ce cas-ci de la France est Monsieur Eri Razaori Mampianina, vous pensez qu'il a plus de chances de gagner tout simplement parce qu'il est le choix de la France? En tout cas, nous allons nous y employer pour que ça ne soit pas le cas. D'accord. Mais en même temps, si la communauté internationale, par le biais d'organisations régionales ou d'autres organisations qui travaillent pour leurs intérêts, se permettent de proposer des situations, des solutions plutôt, des solutions totalement déséquilibrées qui ne défendent pas l'intérêt du peuple,
Oui. c'est que ils savent pertinemment que les peuples ne sont pas en mesure de se révolter Mhm, et de se défendre, mhm, puisque la classe politique de tous les pays africains en ce moment est une classe politique qui n'est pas encore en pleine maturité et qui ne cherche pas encore à vraiment défendre les intérêts du plus grand nombre. Et c'est pour ça que je dis que, compte tenu du contexte de la raréfaction des ressources énergétiques du monde, les grands pays vont jamais cesser d'aller prospecter sur notre continent parce qu'ils savent très bien que le continent africain est un continent très riche. mhm. Euh, et je pense qu'il faudrait que nous-mêmes soyons conscients de cela et qu'on arrête aussi d'aller tout le temps regarder vers l'Occident. Et ça, c'est un message que je voudrais lancer aux jeunes, puisque Ouais. les pays, les grands pays, ils lorgnent sur les richesses de nos pays et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gérer nos propres richesses parce que nous ne savons même pas que nos pays sont des pays riches. C'est pour ça que je dis que avant de chercher ailleurs les responsables de nos propres malheurs, je pense que nous-mêmes, il faut que nous nous approprions nos propres valeurs, nos propres identités. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes, de nos cultures et de nos propres traditions. Mhm, Et je pense qu'à partir de ce moment-là, mhm, euh, la communauté internationale, les pays occidentaux, mhm. ils feront un peu plus, je veux dire, ils seront plus prudents à venir faire leur basse besogne dans nos pays. Bien sûr. Donc, vous voyez que le Madagascar, en particulier l'Afrique en général, est victime de ce que je peux appeler complot de la part de la communauté internationale, tout simplement parce que les peuples africains ne réussissent pas jusque-là à s'affirmer. Donc, C'est exactement ça. oui, Puisque d'accord. nos élites sont encore des élites qui n'ont pas vraiment appréhendé leur propre identité. Ils sont encore à cheval, même Mhm, si on parle de mondialisation. Là maintenant, on est sur des concepts qui sont souvent euh, utilisés à tort, surtout pour les pays comme les nôtres, puisqu'on n'a pas les moyens de vraiment de nous battre contre ce qui est véhiculé par le terme mondialisation. Et pourtant, nos élites sont des élites capables d'avoir les mêmes compétences que les élites des pays du Nord. mhm, Mais ils ne sont pas, euh, je veux dire, ils ne sont pas adaptés pour aller enseigner mhm, et porter en fait les valeurs de leur propre culture dans leur propre pays. mhm, Je trouve que c'est là où il y a vraiment un créneau à creuser parce que nous ne sommes pas plus bêtes. Les élites africaines ne sont pas moins intelligents que les élites des pays du Nord. Encore faut-il qu'ils soient conscients que si ils vont se réapproprier de leur propre identité, ils peuvent aussi en fait faire de leur pays des pays à l'égal des pays du Nord. mhm. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposerez en fait pour changer les donnes, pour renforcer l'identité africaine, le respect des valeurs de la culture africaine par les Africains eux-mêmes? Qu'est-ce que vous proposerez pour changer cela afin de construire une Afrique beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante, plus souveraine? Moi, je pense qu'il faut passer par l'éducation. D'accord. C'est l'éducation. On ne peut pas
éclairer l'esprit des jeunes mhm. s'ils ne sont pas éduqués. D'accord. Et Et... c'est l'éducation qui va leur apprendre leur propre histoire. mhm, mhm, Parce que c'est en apprenant sa propre histoire qu'on prend conscience de sa propre identité. mhm, mhm. Sinon, on va toujours continuer à regarder ailleurs. D'accord. Et par éducation, en fait, vous savez, très souvent quand on parle d'éducation, il y a une confusion avec la scolarisation. Parce que nous avons un type d'éducation dans plusieurs pays africains qui ne reflète vraiment pas les intérêts et les enjeux sociopolitiques de l'Afrique. Nous avons une éducation calquée sur le modèle colonial qui fait que bien sûr qu'on finit par obtenir des diplômes à la fin de son cursus, mais on se sent toujours complexé vis-à-vis de l'Occident. Par exemple, quand je prends le cas du Togo, parce que moi j'ai étudié dans le système éducatif togolais, nous passons beaucoup plus de temps à étudier l'histoire, la politique, l'économie de la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, le Japon, etc., que de le faire avec les pays africains. Et par conséquent, nous finissons avec une connaissance beaucoup plus grande des pays occidentaux que des pays africains, dans le sens où ces programmes scolaires ont été établis durant l'époque coloniale et n'ont vraiment pas été révisés. Alors, dans ce cas-ci, on voit que l'éducation n'aide pas parce qu'on finit par avoir des gens qui sont des intellectuels, qui sont des diplômés de haut niveau, mais qui servent en quelque sorte toujours comme des fantoches quand une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Alors quand on parle d'éducation, c'est-à-dire éduquer les jeunes africains sur la réalité africaine, la géostratégie africaine, les enjeux politiques africains, comment pensez-vous qu'on puisse le faire quand nous n'avons pas le pouvoir et que tout est mis en place pour empêcher à ces Africains-là qui aspirent à une Afrique souveraine, à une Afrique indépendante, de prendre le pouvoir. Quand on nous empêche d'arriver à prendre le pouvoir, comment est-ce qu'on pourrait influencer nos systèmes éducatifs? Bah, écoutez, moi je pense que vous touchez sur le point le plus important justement de cette réappropriation de notre propre identité, puisque nos programmes pédagogiques en fait datent des années 50. Mhm, Et ce qui fait que on grandit avec une culture et des programmes qui ne sont pas du tout ancrés sur nos propres terres. bien sûr. Euh, il n'est pas mauvais en soi d'apprendre l'histoire du monde, l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Europe en général. Mhm, Mais si c'est fait au détriment de sa propre histoire, c'est là où il y a le la problème. perte de ses propres identités, de sa propre culture. Je pense qu'il faudrait que chaque pays africain arrive à créer des équipes pédagogiques qui sont formées pour remettre des programmes qui mettent en valeur l'histoire, nos propres histoires, parallèlement à l'apprentissage de l'histoire des autres pays. Je pense qu'il ne faut pas non plus se refermer sur soi-même. D'accord. Je pense que c'est une richesse de connaître Les autres. l'histoire des autres, Mhm, mais sans pour autant ignorer la scène. la sienne. D'accord. D'accord, merci. Et nous allons revenir en fait au Madagascar. Dites-nous en fait si par exemple bon ce n'est qu'une supposition, si les élections ne donnent pas les résultats que vous attendez. C'est-à-dire que si votre candidat Robinson ne gagne pas ces élections, euh, quelle sera la suite de l'histoire? Quelle mesure allez-vous prendre? Quel combat allez-vous mener après cela? Écoutez, de toute façon, pour nous, ces élections ne forment qu'une étape vers la démocratie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une élection soit le béaba d'une vraie démocratie. Il y Mhm, a plusieurs, je veux dire, aspects mhm, qui forment une démocratie. De toute façon, une démocratie, elle est propre à chaque pays. ouais. Euh, pour nous, ces élections ne représentent qu'une étape
Parce D'accord. qu'après, il faudrait encore voir si le gouvernement qui va sortir de ces élections sera capable de mener à bien une politique qui va tout de suite satisfaire aux besoins les plus vitaux de la population, parce qu'il s'agit de cela aujourd'hui. Mhm. Maintenant, vous évoquez une éventualité qu'on ne gagne pas les élections. Mhm. On n'envisage même pas cela. D'accord. Parce que nous, si on participe, et compte tenu, parce qu'on a quand même fait des sondages, le choix de vouloir participer à ces élections, en fait, c'est un choix qui n'est pas tombé du ciel. Hein. Il y a eu des études d'opinion, il y a eu des enquêtes, et malgré que ce soit toujours Radjuel et Sakli qui organisent les élections, la population malgache, elle est aussi fatiguée, et elle attend en fait impatiemment l'organisation de ces élections. Mhm. Donc, c'est en cela que nous sommes aujourd'hui convaincus qu'une écrasante majorité des Malgaches va voter pour le candidat Robinson, Mhm. puisque il s'agit d'arrêter et de stopper ce cauchemar de 5 années où Madagascar est maintenant dans le peloton de queue de la communauté internationale, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes social, en termes d'insécurité, parce qu'il faut parler de la vie quotidienne des gens. L'inflation, l'insécurité, la santé, l'éducation, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Tout ça, en fait, est complètement abandonné par ce qui reste d'État aussi à Madagascar aujourd'hui. Donc, le choix d'élire le docteur Robinson, c'est le choix, l'espoir pour un renouveau et pour un développement, et qu'on espère le plus rapidement possible. D'accord. Alors, j'irai dans le sens opposé à la dernière question que je vous avais posée. Et si votre candidat, Robinson, gagne les élections, dites-nous quelles mesures allez-vous prendre pour éviter que le scénario du coup d'État de 2009 ne se reproduise. Je pense qu'il faut qu'il restaure immédiatement tout ce qui relève de l'état de droit. Okay. Ça veut dire qu'il faut qu'il réforme immédiatement la justice, le statut des magistrats. Il s'agit de cela parce qu'en ce moment, vous pouvez gagner un procès en payant des magistrats. Malheureusement, c'est le cas depuis ces 4 années. D'accord. Donc, si vous voulez mettre en place un pays qui soit respecté par les citoyens, il faut que ça commence par la justice. Il faut que la justice soit infaillible et irréprochable. Il faut aussi, de toute façon, c'est un gouvernement d'émission qu'il doit mettre en place. Et il faut qu'il il fixe des dates sur des objectifs clairs, précis, sur les mesures qu'il va prendre pour donner confiance aux gens. Parce que sinon, c'est une autre crise qui va voir le jour. En ce moment, le prix de l'essence, il est un peu plus de, excusez-moi, 1,10 €. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, vous payez le litre d'essence à Madagascar à un peu plus d'1,10 €, alors que le SMIC est à 50 €. Wow. Je ne dis pas que tous les Malgaches ont sa propre voiture, mais ça a un impact sur l'économie, sur toute l'économie. En termes de transport, le transport des personnes, le transport des marchandises. Et ça, c'est
le nœud, je pense que le futur président doit trouver immédiatement la solution. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure sur la réforme de la justice, la remise en place d'un état de droit pour que les citoyens puissent avoir confiance en l'État. C'est incontournable. Après, il y a les mesures concrètes qu'il faut qu'ils prennent pour que le quotidien des gens soit moins douloureux en termes de le coût des PPN, des produits de première nécessité, tels que le riz, l'huile, le sucre, quoi d'autre, tout ce qui est utilisé par les familles au jour le jour. Vous imaginez, vous êtes togolaise, vous connaissez un petit peu le quotidien des Africains. C'est de cela dont il s'agit, le prix des denrées. Des produits alimentaires, les denrées alimentaires. Oui. Tout cela, ça compte. D'accord. D'accord. Ben, non, vivement que votre candidat gagne alors, pour que le Madagascar se relève, je l'espère. Donc, nous allons clôturer l'émission sur cette note parce que nous sommes à bout de temps. Le temps qui nous est apathique est arrivé à sa fin et ça a été vraiment un plaisir de vous avoir reçu au cours de cette émission, Monsieur Elian Ralisson. Et j'espère qu'après les élections du 20 décembre, nous aurons l'opportunité de vous réinviter, de vous recevoir sur notre antenne, afin de discuter des nouvelles issues, de la nouvelle situation, en fonction de qui aura remporté les élections, de qui sera le prochain président du Madagascar. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Elian. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, nous croisons les doigts pour vous. Nous espérons que la situation de votre pays s'améliorera et bonne chance dans votre combat. Merci et au revoir et à bientôt. Au revoir. Alors, très chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Comme je le disais plus tôt, merci d'avoir été fidèles, d'être resté en notre compagnie. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, nous l'espérons, avec deux grands chanteurs activistes africains. Il s'agit de Smokey Bambara, qui est du Burkina Faso, et de Didier Awadi du Sénégal, qui nous parleront de leur activisme, de comment ils ont réussi à transcender leur lutte politique dans leur art musical. Et donc, nous espérons que vous serez branchés avec nous le dimanche prochain avec ces deux derniers. Et en ce qui